Le vrombissement sourd de la climatisation emplissait le silence de l'appartement. La lumière douce des spots encastrés se reflétait sur les grandes dalles de marbre du sol, leur donnant un éclat presque irréel. Tout dans le salon de notre appartement parisien était impeccable. Ordonné, à l'image de la façade sociale que mon mari, Fabien, s'efforçait de maintenir en toutes circonstances. Mais sous cette surface lisse, une tempête émotionnelle grondait en silence. Tout avait commencé par une bêtise. Une chose si minuscule qu'elle en était risible. Je repassais, et j'ai accidentellement brûlé sa chemise préférée. Une chemise de grande marque. Une petite trace brunâtre sur le col. Mais pour lui, c'était une faute impardonnable. Je tenais la chemise. Mes mains tremblaient, cherchant les mots pour m'excuser. Je suis désolée, Fabien. Vraiment. Demain, je l'emmène chez le retoucheur. Ou je t'en rachète une neuve. Ma voix était fragile. Je savais ce qui allait suivre. Fabien, les bras croisés, me foudroyait d'un regard glacial que je ne connaissais que trop bien. À côté de lui, sur le canapé design, était assise sa mère, Odile, et sa sœur, Delphine. Toutes deux me dévisageaient avec un mélange de reproche et de pitié. En racheter une neuve ? Lança Fabien d'un ton méprisant. Et avec quel argent ? Ton salaire de professeur des écoles te permet à peine de payer tes propres factures. Reste à ta place. Ces mots étaient des aiguilles plantées dans mon cœur. J'enseignais depuis près de 10 ans. J'aimais mon métier. Mais à ses yeux, ce n'était qu'une profession inférieure. Presque une honte. Allons. Fabien. Ce n'est pas si grave. Ne sois pas si dur avec elle. Intervint Odile d'une voix faussement apaisante. Je levai les yeux vers elle. Un instant d'espoir traversant mon esprit. Mais sa phrase suivante anéantit cet espoir. C'est juste qu'Amélie est un peu maladroite. Elle ne sait pas faire attention aux affaires de valeur de son mari. À l'avenir, ma chérie, essaie d'être un peu plus soigneuse. Ce n'était pas du réconfort. C'était une confirmation de ma culpabilité. C'est clair. Incapable de gérer une tâche aussi simple. Comment peut-elle s'en sortir dans la vie ? Ajouta Delphine avec un petit rire étouffé. Avachie sur le canapé, ses jambes croisées avec arrogance. Cette femme, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et vivait au crochet de son frère, se permettait de me juger. J'en ai assez de ton incompétence. Amélie, cria Fabien, sa voix montant d'un cran. On est mariés depuis 3 ans. Que as-tu fait pour que je sois fière de toi ? À part porter mon nom ? Il s'approcha, m'attrapa le bras et le serra si fort que je sentis une douleur fulgurante jusqu'à l'os. Fabien, tu me fais mal, murmurai-je. Mal ? Et la honte que je ressens d'avoir une femme aussi stupide ? Tu crois que ça ne me fait pas mal ? À moi ? Et puis, l'inévitable arriva. Sa main large s'abattit sur mon visage. Clac. Le son résonna dans la pièce, plus fort que le bruit de la climatisation. Le choc projeta ma tête sur le côté et je perdis l'équilibre, m'effondrant sur le marbre froid. Ma joue gauche me brûlait. Mes oreilles bourdonnaient. Mais la douleur physique n'était rien comparée à celle qui dévastait mon âme. Lentement, les larmes aux yeux, je tournai la tête. Je regardai mon mari. L'homme que j'avais aimé. Celui à qui j'avais cru pouvoir confier ma vie. Puis je regardai sa mère et sa sœur. Je ne vis ni choc, ni pitié, ni même une tentative de le calmer. Ce que je vis, c'était un sourire.
Un sourire en coin. Plein de mépris. De satisfaction. Comme si elles assistaient à un spectacle qu'elles attendaient depuis longtemps. À cet instant, mon cœur, déjà fissuré, vola en éclats. Bien fait pour elle, gloussa doucement Delphine. Ça lui apprendra. Mon monde s'écroula là. Sur le sol froid de cette maison que j'avais cru être notre foyer. Je n'avais plus personne. C'est alors que la lourde porte d'entrée de l'appartement s'ouvrit sans un bruit. Nul besoin de sonner ou de frapper. Une silhouette imposante, vêtue d'une simple chemise blanche et d'un pantalon de flanelle gris, entra. Son visage était impassible. Mais son regard était aussi tranchant et froid que la glace. Mon père. Le général Dubois. Derrière lui se tenaient deux hommes en uniforme. Des silhouettes carrées et solides. L'adjudant Morin et l'adjudant Lefebvre. Ses aides de camp. Ils prirent position de chaque côté de mon père. Droits comme des statues. Le regard fixé devant eux. Leur apparition soudaine fit taire les ricanements et glaça l'atmosphère. Fabien. Odile et Delphine devinrent livides. Les sourires méprisants s'effacèrent, remplacés par la stupeur et la panique. L'arrogance d'il y a un instant s'était évaporée, ne laissant que la peur. Ils restaient figés, comme pétrifiés. Mon père ne leur accorda pas un regard. Il ne prononça pas un mot à leur encontre. Ses yeux se posèrent sur moi. Sa fille, assise par terre. La froideur de son regard laissa place une fraction de seconde à une lueur de douleur, avant de redevenir impénétrable. Il s'avança lentement vers moi. Chaque pas était empreint d'une autorité absolue. « Amélie » dit-il d'une voix grave et calme. « Lève-toi. Fais tes affaires. On rentre à la maison. » Ce n'était ni une demande, ni une consolation. C'était un ordre. Un ordre rempli de protection. Celui que j'attendais depuis toujours. Les larmes que je retenais déferlèrent. Je me relevai péniblement. Les jambes flageolantes. Et j'acquiesçai. Sans un regard pour les autres. Mon père fit un signe de tête à l'adjudant Morin. Celui-ci s'avança vers moi. « Permettez-moi de porter vos bagages, Mademoiselle Amélie, » dit-il respectueusement. Je le suivis jusqu'à la chambre comme une automate, laissant mon père seul face à cette famille. Dans un salon empli d'un silence assourdissant. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Peut-être rien. Je savais seulement que quelqu'un était enfin venu me sortir de cette cage dorée et cruelle. Le sauvetage de mon père n'était pas bruyant, mais il était plus puissant que n'importe quel cri. C'était une déclaration silencieuse, on ne touche pas impunément à la fille du général Dubois. Son mur d'honneur commençait à peine à me protéger. Je rassemblai rapidement quelques affaires dans une petite valise. Mes mains tremblaient encore, mais mon cœur était étrangement calme. L'adjudant Morin porta mon sac et me précéda en bas. Quand j'arrivai, la scène était inchangée. Fabien, le visage blanc comme un linge. Odile, figée sur le canapé. Delphine, cachée derrière sa mère. Mon père était toujours au même endroit. Une statue de granit. Il me regarda. « Tu es prête ?» demanda-t-il. J'hochai la tête. Alors, allons-y. Il se retourna et se dirigea vers la porte. L'adjudant Lefebvre lui ouvrit. Puis attendit que je passe avec l'adjudant Morin. Pas un mot d'adieu. Pas une dispute. Rien. Comme si je quittais la maison d'inconnu. Le bruit de la porte se refermant derrière moi marqua la rupture définitive avec mon ancienne vie. Je montai dans la berline noire et sobre de mon père. Une voiture simple mais qui respirait le pouvoir.
La voiture quitta le quartier chic, laissant derrière moi la cage dorée qui avait failli me détruire. Sur le chemin du retour, mon père ne dit rien. Il fixait la route, le visage fermé. Je ne savais pas quoi dire non plus. Ma tête était vide. La brûlure sur ma joue s'était calmée. Et mes larmes avaient séché. Je regardais par la fenêtre les paysages de la banlieue parisienne défiler, jusqu'à arriver dans le quartier résidentiel et sécurisé où se trouvait la maison de mon père. Ce n'était pas une villa luxueuse comme celle de Fabien, mais une solide maison de maître qui inspirait une profonde sensation de sécurité. Tout était comme dans mes souvenirs, les meubles en chêne massif ciré, les photos de famille, cette odeur de propre si caractéristique. C'était mon monde. Celui où j'avais grandi. Notre vieille gouvernante, Madame Martin, sortit pour nous accueillir avec un sourire, qui s'effaça aussitôt qu'elle vit la marque sur mon visage. Mademoiselle Amélie, s'exclama-t-elle, choquée. Mon père lui lança un regard pour la faire taire. Martine, préparez la chambre d'Amélie. Et apportez de quoi soigner sa blessure. Bien, mon général, répondit-elle avant de disparaître dans la cuisine. Je m'assis sur le vieux canapé où je m'allongeais enfant. Un sentiment de sécurité m'envahit. J'étais ici, dans la maison de mon père. J'étais en sécurité. Mon père m'apporta un verre d'eau fraîche. Il me le tendit, puis s'assit en face de moi. Tu as très mal ? Demanda-t-il. C'était la première chose qu'il me disait depuis notre départ. Je secouai la tête. Pas autant qu'au cœur. Il hocha lentement la tête, ses yeux reflétant la douleur qu'il ressentait pour moi. Il avait toujours été un homme de peu de mots. Son amour ne s'exprimait pas par des paroles douces, mais par des actes. Madame Martin apporta la trousse de premier secours. Il la prit et commença à désinfecter ma joue avec une douceur infinie. Ce contact tendre fit remonter les larmes. Papa, comment savais-tu que j'avais besoin d'aide ? Demandai-je enfin. Il arrêta son geste et me regarda. L'instinct d'un père. Et puis, Martine m'a appelé. Elle m'a dit que tu ne l'avais pas appelée comme tous les soirs. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'appelais Madame Martin tous les soirs après le travail. C'était notre rituel. Mais aujourd'hui, avec l'histoire de la chemise, j'avais oublié. Un si petit détail avait suffi à alerter mon père. Cette attention, cette prévenance, Fabien ne me l'avait jamais offerte. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé dans mon ancienne chambre, les souvenirs affluaient. Le jour de ma rencontre avec Fabien. Il semblait si chaleureux, si prévenant. Il disait admirer mon métier, être touché par ma famille unie. 2 ans de relation parfaite. Il n'avait jamais haussé le ton. Mais avec le recul, je voyais les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Peu après le mariage, il avait commencé ses piques sur ma famille. Pourquoi ton père a-t-il toujours des militaires avec lui ? C'est étouffant. Vivre dans un quartier comme ça, avec toutes ces règles. C'est lugubre. Je croyais qu'il n'était pas habitué. Mais c'était l'expression de son complexe d'infériorité. Puis il avait commencé à m'isoler. Pourquoi appeler chez toi tous les jours ? Tu n'es plus une enfant. Rentre directement après le travail. Les sorties entre collègues ? C'est une perte de temps. Ton salaire est ridicule. Arrête de dépenser pour n'importe quoi. J'avais obéi. Pour être une bonne épouse. J'avais coupé les ponts avec mes amis. Arrêté de m'acheter ce qui me faisait plaisir. Consacrer tout mon temps à la maison et à lui. Odile et Delphine étaient le clou de mon enfer.
Elle débarquait sans prévenir, critiquant tout. Pourquoi est-ce si mal rangé? Tu es une piètre maîtresse de maison. Ta soupe a le goût de l'eau de vaisselle. Mon pauvre Fabien a maigri. Sa femme doit l'épuiser. Chaque mot était une humiliation. Je prenais sur moi. Pour ne pas créer de problème à Fabien. Quand je lui en parlais, il prenait toujours le parti de sa mère et de sa sœur. Maman ne veut que notre bien. Delphine plaisante. Ne sois pas si sensible. Il ne m'a jamais défendu. Jamais. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir nulle. Invisible. Je n'étais plus Amélie. J'étais la femme de Fabien. La belle-fille d'Odile. La belle-sœur de Delphine. Mon identité s'était dissoute. La violence ne commence pas par les coups. Elle commence par les mots. Les actes. L'indifférence. La gifle d'aujourd'hui n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'avais été stupide de laisser les choses aller si loin. Trop faible pour me battre. Je me levai et regardai par la fenêtre les lumières des autres maisons du quartier. Ici. Tout le monde respectait mon père. Notre famille. Et moi. J'avais laissé un homme et sa famille piétiner ma dignité. Il était temps d'arrêter d'être l'héroïne pathétique. Il était temps d'apprendre à me défendre. Comme mon père avait toujours essayé de le faire pour moi. Le lendemain matin, je me réveillai avec le visage et le cœur endoloris. La marque rouge de la veille était devenue un hématome violacé. Dans le miroir, je vis une femme fatiguée, au regard triste, mais une lueur de détermination nouvelle brillait dans ses yeux. En bas, mon père lisait son journal à la table du petit déjeuner. Comme chaque jour. Il leva les yeux. Son regard s'attarda une seconde sur mon bleu. Puis il détourna les yeux. Je savais qu'il était furieux et qu'il souffrait pour moi. Mange. Ma fille. Martine t'a préparé ton velouté de potimarron préféré. Une phrase simple. Mais pour moi. La plus grande preuve d'amour à cet instant. Je mangeais en silence. Le goût familier apaisa un peu mon esprit. La quiétude entre nous était une forme de compréhension mutuelle. Après le repas, je me décidai. Papa. Je veux. Divorcer. Les mots sortirent plus facilement que je ne l'aurais cru. Mon père plia son journal et me regarda droit dans les yeux. Il n'avait pas l'air surpris. Tu en es sûr? Sûr. J'ai assez enduré. Je ne veux plus jamais de cette vie. Il hocha la tête. Bien. Si c'est ta décision, je m'en occupe. À peine avait-il fini sa phrase que le bruit d'une voiture se fit entendre. Madame Martin vint nous annoncer. L'air embarrassé, mon général. Monsieur Fabien et sa famille demandent à vous voir. Mon cœur se serra. Je n'étais pas prête. Mon père me regarda. Tu veux les voir? Sinon, je les renvoie. J'hésitai. Puis je me ressaisis. Je devais leur faire face. Je devais être forte. Je vais les voir. Martine. Faites-les entrer. Uniquement dans le salon. Peu après. Fabien. Odile et Delphine entrèrent. La maison simple de mon père semblait les mettre mal à l'aise. Le regard d'Odile et de Delphine balaya la pièce avec une pointe de dédain. Fabien. Lui. Se précipita vers moi et s'agenouilla. Amélie. Je te demande pardon. Il pleurait à chaudes larmes, me prenant les mains. J'ai eu tort. Je suis un monstre. J'étais stressée par le travail. J'ai perdu le contrôle. Pardonne-moi. S'il te plaît. Rentre à la maison. Un nouveau spectacle commençait, le mari repenti.
Je retirai mes mains des siennes, envahi par le dégoût. Ses larmes ne m'attendrissaient pas. Elles révélaient sa fausseté. Levez-vous. Fabien. C'est ridicule. Mon père observait la scène de loin. Les bras croisés. Le visage toujours impassible. Oh. Mon pauvre chéri. Lève-toi. Tu n'as pas à la supplier comme ça, dit Odile en aidant son fils à se relever. Puis, elle se tourna vers moi. Le regard accusateur. Écoute. Amélie. La vie de couple est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Une femme doit savoir faire des compromis. Être patiente. Pas s'enfuir chez ses parents à la moindre contrariété. C'est honteux. Tu sais. Elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue me faire la leçon. Honteux. Madame ? Répliquai-je, refusant de me taire cette fois. Le fait que votre fils frappe sa femme devant vous. Et que vous et votre fille en riez. Ça. Ce n'est pas plus honteux ? Odile blêmit. Elle ne s'attendait pas à une telle riposte. Espèce de, commença Delphine en me pointant du doigt. Assez. La voix de mon père, bien que peu forte, était si chargée d'autorité que tout le monde se tut. Il vint se placer à mes côtés. Un rempart infranchissable. Êtes-vous venu pour vous excuser auprès de ma fille ? Ou pour l'insulter ? Son regard les fit trembler. Nous sommes venus nous excuser ? Mon général. Balbutia Fabien. J'ai eu tort. Je vous le promets. Ça n'arrivera plus jamais. J'aime Amélie. Je ne peux pas vivre sans elle. Donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Il tentait de gagner la pitié de mon père, ignorant que pour lui, sa chance était passée à l'instant où il avait levé la main sur moi. Mon père se tourna vers moi. Amélie. La décision te revient ? Et à toi seule. Sa voix s'était adoucie. Quel que soit ton choix, je le respecterai. Mais n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, que cette maison est la tienne. Et que je serai toujours là pour toi. Ces mots furent un baume sur mon cœur. Je n'étais pas seule. Je pris une profonde inspiration et fis face à Fabien. Merci pour tes excuses, Fabien. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête à prendre une décision. J'ai besoin de temps. Seule. Pour réfléchir. Je ne leur parlais pas du divorce. J'avais besoin de paix. Bien sûr. Amélie. Bien sûr. S'empressa-t-il de dire. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je t'attendrai. Je te prouverai que j'ai changé. Je t'aime. Il voulut s'approcher. Mais le regard de mon père le cloua sur place. Après quelques instants, voyant qu'ils ne pouvaient rien obtenir de plus, ils partirent. Pourquoi ne pas lui avoir dit pour le divorce ? Demanda mon père une fois seul. Je veux juste gagner du temps. Papa. Je ne veux pas qu'il me harcèle pendant que je prépare les papiers. Il hocha la tête. C'est prudent. Demain, j'appelle un avocat pour toi. Le meilleur. Merci. Papa. Ne me remercie pas. C'est mon devoir. Je savais que la guerre ne faisait que commencer. La bataille juridique s'annonçait. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Car sur ce champ de bataille, j'avais le meilleur commandant du monde à mes côtés. Et son mur d'honneur ne s'effondrerait jamais. Les quelques jours passés chez mon père furent une période de guérison. Fabien m'appelait sans cesse, m'inondant de messages de supplication. Je lisais tout, mais ne répondais pas.
Une partie de moi se souvenait de nos débuts. De ses qualités d'alors. L'idée de lui accorder une dernière chance me hantait. Suis-je enseignante pour rien? Je crois au pardon. Un soir, j'en parlais à mon père. Papa, si je voulais essayer de retourner avec lui, qu'en penserais-tu? Le silence de mon père fut lourd. Je respecte ta décision, dit-il enfin. Mais demande-toi si tu veux y retourner par amour. Ou par peur de l'échec. Accepter une erreur et partir n'est pas un échec? C'est du courage. Mais si tu veux essayer, la porte de cette maison te sera toujours ouverte. Ces mots me firent pleurer. Je savais qu'il désapprouvait. Mais il respectait mon choix. Le lendemain, j'appelai Fabien pour lui annoncer mon retour. Il était fou de joie. Il vint me chercher avec un bouquet de lys blanc. Mes fleurs préférées. De retour à l'appartement, l'ambiance avait changé. Odile et Delphine m'accueillirent avec des sourires forcés. C'est bien que tu sois de retour, dit Odile. La maison avait besoin d'une femme pour s'en occuper. Une pique déguisée. Fabien, lui, jouait le mari parfait, il porta mes sacs, tenta même de cuisiner, et me répétait « Je t'aime » plus souvent qu'en 3 ans de mariage. Mais tout cela sonnait faux. Je me sentais mal à l'aise. Comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Je n'étais plus la même. Je n'étais pas revenue en épouse soumise, mais en observatrice. Je souriais. Je parlais. Mais mon cœur était sur ses gardes. Pendant ce temps, dans son bureau, le général Dubois convoqua l'adjudant Morin. Morin. Je veux un dossier complet sur Fabien Bouchard. Finances. Dettes. Compte bancaire. Relations personnelles. Tout. Et que ce soit fait dans la plus grande discrétion. Amélie ne doit rien savoir. À vos ordres, mon général. Vous avez une semaine. Mon père savait respecter les décisions de sa fille. Mais en tant que père et soldat, il ne croyait qu'aux faits. Il ferait tout pour la protéger. Même à son insu. Cette nuit-là, alors que je feignais de dormir, Fabien se leva pour téléphoner dans la salle de bain. Il ferma mal la porte. Je l'entendis murmurer. La voix pleine d'angoisse. Je ne saisis que des bribes, quand est-ce que je pourrai payer? Je n'ai plus rien? Donnez-moi encore un peu de temps. Mon cœur s'emballa. Quel secret cachait-il? Cette nuit-là encore? Je ne trouvais pas le sommeil. Après cette conversation téléphonique suspecte, je devins une détective dans ma propre maison. L'occasion se présenta un matin. Fabien oublia son téléphone sur la table de chevet en allant à la douche. Mon cœur battait la chamade. Je le saisis. Verrouillé. J'essayais nos dates d'anniversaire. Notre date de mariage. Rien. Soudain. Une idée. Fabien était narcissique. J'essayais son matricule d'employé. Ça marcha. Je fonçais sur le journal d'appel. Des numéros inconnus. Récurrents. Je les notais. Puis sur WhatsApp. Une conversation épinglée attira mon attention. Le contact, tonton Lee, recouvrement. Mon sang se glaça. Je lus les messages. C'étaient surtout des messages vocaux de Fabien. Suppliant. Tonton. Encore un peu de temps. Je cherche l'argent. N'envoyez personne chez moi. Ma femme va se douter de quelque chose. C'était donc ça. Des dettes. Et pas n'importe lesquelles. Des dettes auprès de prêteurs sur gage. Le bruit de la douche cessa. Je refermai tout.
Replacer le téléphone juste à temps. Il sortit. Me sourit dans le miroir. Son sourire me parut grotesque. Dès qu'il fut parti, je fouillai son bureau. Une pièce qui m'était interdite. Dans un tiroir fermé à clé, que j'ouvris avec une épingle à cheveux, je trouvai le trésor. Des relevés de cartes de crédit. Des lettres de relance des banques. Des centaines de milliers d'euros de dettes. Des dépenses en vêtements de luxe. Montres. Restaurants où il ne m'avait jamais emmené. Et le pire, des relevés de sites de paris en ligne. Il avait perdu une fortune au poker. Je m'effondrai sur le sol. L'homme d'affaires brillant n'était qu'une façade. Il n'était qu'un joueur endetté jusqu'au cou. Je compris tout, son besoin d'apparence. Sa manière de me rabaisser pour se sentir supérieur. Sa supplication pour que je revienne. Il n'avait pas besoin de moi par amour, mais comme bouclier. Comme garantie pour ses créanciers. La violence de ce jour-là n'était pas un coup de folie, mais l'explosion de son stress. Je rassemblai les preuves, les photographiai avec mon téléphone. Je savais ce que je devais faire. Cette fois, c'est moi qui allais mettre fin à cette mascarade. J'appelai l'avocat que mon père m'avait recommandé et pris rendez-vous. Je lui racontai tout. Lui montrai les preuves. Vous êtes très courageuse, Madame Bouchard, me dit-il. Avec ça, le divorce sera rapide. Nous pouvons demander une prestation compensatoire conséquente. Je ne veux pas de son argent, maître, répondis-je fermement. Je veux juste ma liberté. En sortant du cabinet, je me sentis libéré d'un poids immense. Le ciel me parut plus clair. C'était l'ère d'un nouveau départ. Le soir, je préparai un dîner. Le dernier. Je l'attendis. Prête à lui asséner la vérité. Je n'avais plus peur. Mon arme était la vérité. Et elle allait me libérer. Au même moment, l'adjudant Morin faisait son rapport au général Dubois. Mon général. Le dossier est complet. Monsieur Fabien Bouchard a plus de 300 000 euros de dettes de consommation. Et une dette non quantifiable auprès de prêteurs sur gage. La cause principale est une addiction aux jeux d'argent en ligne. Il marqua une pause. De plus, nos investigations au sein de son entreprise révèlent un détournement de fonds. Il falsifiait des notes de frais pour un montant estimé à plus d'un demi-million d'euros. Le visage de mon père se durcit. Et le pire, mon général. L'appartement dans lequel ils vivent est hypothéqué au maximum. Il y a 2 mois d'impayés. La banque va lancer une procédure de saisie. Chaque information était un clou de plus sur le cercueil de Fabien. Selon une source, il a dit à un ami qu'en cas de problème, son beau-père général ne le laisserait jamais tomber pour éviter le scandale. Le silence dans le bureau devint glacial. La colère de mon père était une colère froide, contenue. Bien, dit-il simplement. Il prit son téléphone. Préparez la voiture. Je vais chercher ma fille. Pendant ce temps, à l'appartement, j'attendais Fabien. Il arriva. Surpris de voir la table joliment dressée. Une occasion spéciale? Ma chérie? Demanda-t-il avec son sourire faux. Je voulais juste qu'on parle. Fabien. Après le plat principal, je ne servis pas de dessert. Je posai devant lui le dossier de preuves que j'avais constitué. Son visage se décomposa à la vue du premier relevé bancaire. Mais, où as-tu trouvé ça? Hurla-t-il. Sa voix changeant du tout au tout. Est-ce que ça a de l'importance? L'important, c'est que c'est la vérité. N'est-ce pas? Non.
C'est faux. On essaie de me piéger. Je sortis mon téléphone et lançai l'enregistrement de sa conversation avec le créancier. Il devint livide. Puis son visage se tordit de haine. Salope! Tu m'as enregistré? Il balaya les documents par terre. Oui. Je suis endetté. Et alors? C'est à cause de qui? À cause de toi. Pour maintenir un statut social digne de la fille d'un général. Il me rejeta toute la faute. Arrête de te mentir. Fabien. Tu as fait ça pour toi. Pour combler ton complexe d'infériorité. Tu es jaloux de ma famille. Tu détestes te sentir moins que rien. C'est ça? Mes mots le touchèrent en plein cœur. Oui. Hurla-t-il. Oui. Je déteste ta famille de militaires. Je déteste ton père qui se prend pour Dieu. Et je te déteste. Toi. Avec tes airs de sainte nitouche qui me jugent sans arrêt. Le masque tomba enfin. Révélant un être vil. Jaloux et lâche. Tout ce que j'avais pu ressentir pour lui mourut à cet instant. Il s'apprêtait à se jeter sur moi quand la porte s'ouvrit. Mon père entra. Flanqué de ses 2 adjudants. Son regard passa sur Fabien. Puis se posa sur moi. On rentre à la maison. Amélie. La même phrase. Dans une situation différente. Mais avec le même sens. Je me levai et marchai vers lui. Sans un regard pour l'homme qui restait derrière. Sa partie était terminée. L'irruption de mon père figea Fabien. Odile et Delphine, alertés par le bruit, descendirent et blêmirent en voyant la scène. Je me plaçai derrière mon père. Dans mon refuge. Va chercher le reste de tes affaires, ordonna-t-il. Attends, cria Fabien. Tu ne vas nulle part. Tu es ma femme. Il voulut s'interposer. Mais les 2 adjudants formèrent un mur humain infranchissable. Ne vous mêlez pas des affaires d'un couple. Lança-t-il. La voix tremblante. Mon père lui fit face. Vous n'êtes pas un mari. Vous êtes un homme qui a frappé ma fille. À partir de maintenant, vous ne la touchez plus. C'est chez moi ici. Vous n'avez pas le droit. Vraiment? Mon père haussa un sourcil. Cette maison que la banque s'apprête à saisir? Fabien devint livide. Comment? Je sais tout. Fabien. Dit mon père. Prononçant son nom pour la première fois. Je sais pour les dettes de jeu. Pour le détournement de fonds. Je sais tout ce que vous avez fait. Chaque mot était un coup de massue. Fabien s'effondra sur le canapé. Odile et Delphine étaient sous le choc. C'est vrai? Tout ça? Cria sa mère. La famille unie implosa sous le poids de la vérité. Je montai chercher mes affaires. Indifférente à leur dispute. Je vis notre photo de mariage. La retourner face contre la table. La femme sur cette photo était morte. En bas. Le chaos régnait. Mon père m'attendait calmement. C'est bon. Papa. Allons-y. Nous partîmes une dernière fois. Derrière nous. J'entendis Fabien hurler, tu le regretteras. Amélie. Vous le regretterez tous les 2. Je ne me retournai pas. Je marchais vers ma liberté. Le lendemain. Les choses s'accélérèrent. Mon père n'utilisa ni la force, ni son pouvoir de manière illégale. Il passa un simple coup de fil au PDG de l'entreprise de Fabien. Un vieil ami. Il ne parla pas de moi. Mais du détournement de fonds. Preuve à l'appui. Il lui laissa le choix, étouffer l'affaire et risquer le scandale. Ou agir pour préserver l'intégrité de l'entreprise. Le choix fut vite fait.
Fabien fut convoqué, confronté aux preuves, et licencié sur le champ, avec une plainte au pénal à la clé. Au même moment, mon avocat lança la procédure de divorce. Nous ne demandions presque rien. Juste une séparation rapide et définitive. Recevant sa lettre de licenciement et l'assignation au tribunal le même jour, le monde de Fabien s'écroula. Il m'appela. Pleurant. Menaçant. Je bloquai son numéro. Il voulut venir chez mon père. Mais les gardes du camp ne le laissèrent pas entrer. La banque, apprenant son licenciement, accéléra la saisie. Un avis d'expulsion fut envoyé. Ils avaient 30 jours pour partir. Odile et Delphine étaient au désespoir. Leur source de revenus s'était tarie. Elles m'appelèrent, m'accusant d'avoir détruit leur vie. J'écoutais sans émotion. C'était la loi du karma. Ils avaient ri de ma chute. Ils pleuraient maintenant sur la leur. C'était une forme de justice. Leur déchéance fut rapide. De jeunes cadres prometteurs, Fabien devint un chômeur endetté et poursuivi en justice. Le vrai pouvoir de mon père ne résidait pas dans son uniforme, mais dans le réseau et le respect qu'il avait bâti toute sa vie. Une seule toile tirée, et tout le nid d'araignées s'était effondré. Ma vie, elle, reprit son cours. Je retournai enseigner. Être avec les enfants me guérissait. Leur innocence était un baume. Un jour, mon avocat m'appela, Madame. Le divorce a été prononcé. Vous êtes officiellement libre. Ce mot, libre, avait une saveur douce. Mais l'histoire connut un dernier rebondissement. Un soir, mon père me convoqua dans son bureau. Il me tendit une copie d'un acte de propriété. C'est l'acte de l'appartement où tu vivais. Mais, il allait être saisi? Non. Oui. Je l'ai racheté à la banque. Je le regardais, stupéfaite. Pourquoi? Papa? Pour toi. Amélie. Pas pour lui. Selon la loi. En tant qu'épouse, tu aurais pu être tenue de partager ses dettes? Surtout le prêt immobilier. Je ne voulais aucun risque. J'ai donc racheté le bien pour solder la situation. Il me tendit un autre papier. Un acte de donation. L'appartement était à mon nom. Et au mien seul. Je tombai dans ses bras. En larmes. Papa. Pourquoi faire tout ça pour moi? Parce que tu es ma fille. Je ne voulais pas que tu commences ta nouvelle vie avec un sentiment de défaite. Au contraire, tu n'as rien perdu. Tu as tout récupéré. Et de plein droit. C'était ça. L'amour de mon père. Silencieux. Mais absolu. Et eux? Que vont-ils devenir? C'est à toi de décider. Dit-il. Tu es la propriétaire. Tu peux les laisser rester. Ou les mettre dehors. Il me donnait le pouvoir final. L'occasion de me venger. Ou de faire preuve de miséricorde. C'était l'épreuve finale de mon âme. Ma réponse déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi le mien. Je décidai d'aller les voir seuls. Quand j'arrivai, la maison semblait déjà moins entretenue. Delphine m'ouvrit. Méfiante. Tu viens faire quoi? Je viens parler à tout le monde. En tant que propriétaire. À l'intérieur, Fabien était une épave sur le canapé, sentant l'alcool. Odile pleurait à côté. Je suis venu vous annoncer ma décision, dis-je calmement. Je ne vous mettrai pas à la porte. Ils me regardèrent, incrédules. Mais, continuai-je,
Je ne vous laisserai pas vivre ici gratuitement non plus. Je posai un contrat de location sur la table. Je vous loue cet appartement à un loyer moitié moins cher que le marché. Mais vous paierez chaque mois. Sans faute. Quoi? S'écria Delphine. Tu veux qu'on te paie pour vivre dans notre propre maison? Ce n'est plus votre maison. C'est la mienne. C'est la plus grande faveur que je puisse vous faire. Acceptez ou partez. Je leur donnais le choix. Une chance de sauver la face. Et on va trouver l'argent où? Se lamenta Odile. C'est à vous de voir. Il est temps d'apprendre à vous débrouiller seul. Je regardais Fabien. T'es démêlé avec la justice? C'est ton problème. Puis Delphine. Si tu veux un toit. Il est temps de chercher du travail. N'importe lequel. Et enfin Odile. Si vos enfants ne peuvent subvenir à vos besoins, il faudra peut-être utiliser vos économies et réduire votre train de vie. C'est ce que font les adultes. Chaque mot était une leçon. Pas une vengeance, mais une initiation forcée à la responsabilité. Je leur laissai 3 jours pour décider. Puis je partis. Sans me retourner. Je me sentis légère. Libérée de la dernière chaîne qui me liait à ce passé. 3 jours plus tard, mon avocat reçut le contrat de location signé. Ils avaient choisi de rester dans leur cage, même si les barreaux n'étaient plus dorés. Ma vie continua. Je me consacrai à mon travail et à des activités de bénévolat. Enseignant dans des zones défavorisées. Le bonheur de donner remplaça la douleur de ce que l'on m'avait pris. Après quelques mois, la famille Bouchard cessa de payer le loyer. Odile vint me supplier devant mon école. En larmes. Méconnaissable. Elle me raconta leur détresse. Fabien ne faisait rien. Delphine ne trouvait pas de travail. Je l'écoutais avec un cœur apaisé. Je ne lui donnais pas d'argent. Je lui donnais une feuille de papier. Dessus, le numéro d'un ami restaurateur qui cherchait de l'aide en cuisine pour Delphine. Le numéro d'un centre de désintoxication gratuit pour Fabien. Et l'adresse d'une association pour personnes âgées pour elle. Je vous donne une dernière chance, lui dis-je. Je renonce aux loyers impayés. Vous avez 3 mois pour vous reprendre. Après ça, je vends l'appartement et je donne l'argent à un orphelinat. C'était ma façon de couper le dernier lien. De transformer ce symbole de douleur en quelque chose de positif. Je ne sus jamais ce qu'ils choisirent. À la fin des 3 mois, ils étaient partis. Disparus. J'ai vendu l'appartement et, comme promis, j'ai fait don de la totalité de la somme. La boucle était bouclée. Un soir, à l'école, le directeur me dit qu'un vieil ami m'attendait dans ma classe. J'entrai et vis un homme de dos, regardant les dessins des enfants. Il se retourna. Un sourire chaleureux illumina son visage. Amélie. Tu te souviens de moi? C'était Nicolas. Le capitaine Nicolas. Fils d'un ami de mon père. Mon premier amour d'enfance. Que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Nico. M'exclamai-je. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'être muté à Paris. Je suis passé voir ton père. Et il m'a dit où te trouver. Nous parlâmes longuement. Il était toujours le même, doux, respectueux. Son regard bienveillant. On va dîner ce soir? Pour fêter nos retrouvailles? J'hésitai un instant. Puis j'acceptai avec un sourire. Je ne savais pas où cela mènerait. Mais je n'avais plus peur d'ouvrir mon cœur. En sortant de l'école, j'aperçus la voiture de mon père de l'autre côté de la rue. Il était au volant, me regardant de loin. Quand nos regards se croisèrent,
Il hocha la tête et un très rare sourire se dessina sur ses lèvres. Puis, il démarra et s'éloigna, me laissant à ma nouvelle vie. J'ai compris. Mon protecteur avait accompli sa mission. Il m'avait guidé à travers la tempête et maintenant, il me laissait voler de mes propres ailes, confiant que sa fille ne tomberait plus jamais. Le vrai mur d'honneur n'était pas autour de moi, mais en moi. Un mur de force, de dignité et de bonté. Et ce mur, je l'avais enfin construit.